Si l'un des nombreux scénarios apocalyptiques possibles se réalise et que l'humanité est éradiquée, une boîte noire racontera à ceux qui viendront après ce qui nous a conduit à notre fin. Cette chambre forte de 10 mètres de long située dans une région reculée de l'ouest de la Tasmanie est censée documenter toutes les erreurs que l'humanité a commises et qui ont provoqué l'apocalypse. Les artistes, architectes et chercheurs à l'origine de la boîte noire de la Terre pensent que cette installation faite d'acier renforcé résistera au feu, à l'eau et à toutes autres catastrophes naturelles. À moins bien sûr que la planète ne soit entièrement détruite. Tout comme les boîtes noires que l'on trouve dans les avions. Cette capsule temporelle est censée aider la civilisation qui suivra la nôtre à éviter le tragique destin de notre humanité. Le projet est entièrement non commercial et porte un message important. La boîte sera remplie de disques de stockage et sera connectée à l'Internet. Des panneaux solaires sur le toit l'alimenteront en électricité et des batteries assureront le stockage d'une énergie de secours. Chaque fois que le soleil brillera dans le ciel, la boîte noire mettra à jour ses données scientifiques. Un algorithme triera ces données afin de ne sauvegarder que les informations pertinentes pour le projet. On mesurera les températures terrestres et marines, l'acidification des océans, l'extinction des espèces, l'utilisation des terres ainsi que la démographie humaine et la consommation d'énergie. Parmi les données secondaires, on trouvera des titres de journaux, des posts de réseaux sociaux et des actualités sur les principaux événements concernant l'environnement. Les créateurs de la boîte ont décidé d'y coder et d'y stocker leurs données dans différents formats, y compris le code binaire. Les instructions sur la manière de récupérer toutes ces précieuses informations seront gravées sur l'extérieur de la boîte. Certains des plus grands cerveaux travaillant sur ce projet craignent que cela puisse donner envie à certains curieux de forcer la boîte bien avant qu'il soit temps de le faire. Le disque dur alimenté à l'énergie solaire aura suffisamment d'espace pour collecter des données pendant 50 ans. Les modèles scientifiques les plus pessimistes ne prédisent pas la fin du monde avant cette date. Ce grand malheur n'arrivera peut-être même que dans des siècles. L'idée d'une boîte qui enregistre tout ce qui se passe avant un accident d'aviation est née au milieu du XXe siècle. À cette époque, le premier avion à réaction du monde, le de Havilland's Comet, s'est écrasé 7 fois en 2 ans, faisant 110 victimes. Le département australien de l'aviation civile voulait savoir ce qui avait causé ces accidents. Parmi les experts, il y avait le docteur David Warren, un chimiste spécialisé dans les carburants. Il se rendit compte qu'on n'avait tout simplement pas assez de données pour tirer des conclusions. Il n'y avait personne pour dire ce qui s'était passé avant l'accident. Il se souvenait avoir vu un dictaphone enregistrer du son sur un fil d'acier lors d'une foire commerciale. Alors, il écrivit à son supérieur pour lui proposer de concevoir un enregistreur de voix qui suivrait ce qui se passait dans le cockpit. Les données de vol seraient également enregistrées et stockées dans une boîte incassable. L'aviation n'était pas très importante en Australie à cette époque, alors l'idée n'intéressa pas le supérieur en question. Mais Warren commença quand même à travailler sur un prototype dans son garage. Il montra son dispositif au secrétaire de la British Air Registration Board, de passage en Australie, et celui-ci adora l'idée. Bientôt, le Dr Warren put constituer toute une équipe pour l'aider à développer un prototype de pré-production. Son invention ne porte en réalité pas le nom de boîte noire, mais d'enregistreur de vol. Et elle est orange, pas noire. Nous disons probablement qu'elle est noire parce qu'elle prend cette couleur après un accident. Ou peut-être parce que les premières boîtes étaient peintes comme ça afin d'éviter la réflexion solaire. Ou parce que c'est le nom que les scientifiques donnent aux appareils, avec entrée et sortie de données et un fonctionnement interne complexe. Donc, l'enregistreur de vol se compose de 2 parties, un enregistreur de données et un enregistreur vocal. Historiquement, il s'agissait de 2 boîtes, mais maintenant il s'agit de 2 cylindres. L'enregistreur de données conserve les paramètres de vol. Les gaz d'échappement, la température, le débit de carburant, la vitesse, l'altitude et le taux de descente. Le 2e cylindre enregistre les sons dans le cockpit pour qu'on puisse analyser les communications avec le contrôle aérien en cas d'accident. L'appareil n'enregistre que pendant 2 heures, puis efface ces données. Parfois,
les deux parties sont combinées. Et ça ressemble alors à une boîte. La boîte enregistre les données et les voit dans le cockpit. Mais elle est en réalité placée à l'arrière de l'avion, où la structure de l'appareil les protégera en cas d'accident. La boîte noire dispose d'une balise de localisation qui s'active au contact de l'eau. Elle émet un signal pendant 30 jours. La couleur orange vif de l'enregistreur permet aux équipes de recherche de la repérer plus facilement. Parfois, il faut beaucoup de temps pour retrouver une boîte, et dans certains cas, on ne la retrouve jamais. Bien avant l'invention du premier avion, il existait une boîte noire dont la portée était universelle, l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Dans l'Antiquité, les gens en Égypte, en Mésopotamie et en Grèce étaient des familiers des bibliothèques et des archives. Mais ces premières institutions avaient surtout pour but de préserver les traditions et le patrimoine. Le concept même de bibliothèque universelle n'est devenu une réalité que lorsque les Grecs ont commencé à penser en grand. Ils étaient tellement impressionnés par ce que faisaient leurs voisins en Égypte qu'ils organisèrent des expéditions pour acquérir des connaissances. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, voyant cette nouvelle soif de connaissances, exigea de ses compagnons, généraux et érudits, qu'ils lui rapportent tout ce qu'ils pouvaient apprendre sur les régions qui n'avaient pas encore été explorées. Cela permit de recueillir beaucoup d'informations sur la géographie et contribua à la création d'une immense bibliothèque. La plupart des informations étaient écrites en grec. On y trouvait par exemple dans le corpus de littérature les écrits d'Aristote. Selon certaines sources, au cours de cette chasse aux livres, les fondateurs de la bibliothèque arrêtaient tous les navires qui entraient dans le port d'Alexandrie. S'ils trouvaient des livres, ils les emmenaient à la bibliothèque. S'ils décidaient qu'un ouvrage était précieux, ils en faisaient une copie qu'ils donnaient à son propriétaire avec une compensation. L'original restant à la bibliothèque. Une autre histoire nous dit que Ptolémée III, petit-fils du fondateur de la bibliothèque, offrit au gouverneur d'Athènes une énorme compensation contre le droit de copier les textes des plus grands poètes. Il garda les originaux et leur renvoya des copies. C'est l'Empire romain qui, ayant accédé à la domination, brûla toutes ses connaissances, sans penser que cela les conduirait à leur propre perte. Il n'existait alors aucun moyen de diffuser les informations. Une seule source détenait donc la majeure partie des connaissances que l'humanité avait accumulées. Les grands esprits ne se contentaient pas de la remplir. Ils créaient également d'importantes correspondances entre les ouvrages, tirant le meilleur parti de la bibliothèque. Si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé, nous aurions aujourd'hui des connaissances inestimables sur les personnes qui vivaient à cette époque. Certains scientifiques pensent que ce savoir aurait pu sauver les Vikings qui se sont installés au Groenland il y a plusieurs siècles. Cela aurait peut-être aussi aidé la population de l'île de Pâques à identifier et à résoudre les problèmes causés par l'activité volcanique, la latitude et les précipitations, et à restaurer la fertilité du sol. On dit qu'une personne vivant à notre époque est exposée en une journée à autant de données qu'une personne du XVe siècle au cours de toute sa vie. Et il existe une théorie selon laquelle tous les papyrus de la bibliothèque d'Alexandrie pourraient tenir sur une simple clé USB de poche. Tellement de données sont générées chaque jour que ça pourrait bien en devenir nocif. On parle alors d'une surcharge d'informations. Nous nous dirigeons vers une civilisation mondiale. Donc si toutes ces connaissances disparaissaient, nous perdrions non pas un empire, mais le monde entier.